Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format, nouveau type de vidéo, je vous propose de répondre à 6 de vos questions. Il y a quelques jours, en story sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient vos problèmes, vos blocages et vos galères en couture, et vous avez été 350 à me répondre. Ce sont des questions sur la couture, sur l'organisation, sur des points un peu techniques, donc voilà. Et si ce programme vous plaît, eh ben je pourrai à l'avenir le refaire en vous posant régulièrement comme ça des questions sur le réseau social Instagram. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez poser une question, eh bien c'est me rejoindre sur Insta. Le lien est juste en dessous dans la description. La première question concerne le fil qui casse, concerne également les épaisseurs. Vous êtes visiblement assez nombreux à avoir ce genre de problème. Mon fil se barre souvent, je n'arrive pas à régler la tension du fil. Coudre les épaisseurs, le fil qui casse tout le temps, je galère avec les réglages de la tension. Coudre plusieurs épaisseurs, le fil ne suit pas toujours. On a toutes et tous eu un jour un problème avec l'enfilage de sa machine ou avec le fil qui, pour une raison qu'on ne comprend pas, à un moment donné se casse alors que 2 minutes avant ça marchait très bien. Pour une raison que j'ignore, la plupart du temps lorsqu'on a un problème de fil qui casse, on a l'impression que ça vient forcément de la tension. En réalité, la tension d'une machine à coudre, il n'y a pas besoin de la modifier à chaque fois que vous faites une couture. Évidemment, il y a quelques petits ajustements à faire en fonction du type de tissu que vous allez utiliser ou en fonction du nombre d'épaisseurs que vous avez à coudre, mais on n'est pas à changer la tension d'une machine toutes les 2 secondes en fait. Honnêtement, sur ma machine à coudre, la tension reste systématiquement entre 3 et 5, qui est la tension moyenne, on va dire. Et je vais tendre très rarement le fil plus que 5 et je vais le détendre très rarement pareil, moins que 3. Pour la majorité des coutures que vous avez à faire, la tension doit se trouver à peu près à la moitié de ce qui est proposé par la machine à coudre. Il n'y a pas besoin de la tendre spécifiquement, il n'y a pas besoin de la détendre non plus pour que ça fonctionne. J'avais fait une vidéo sur le réglage des tensions pour une surjeteuse et au final, ça fonctionne de la même manière pour une machine à coudre. Il faut absolument changer la tension par petite dose. Ça sert à rien d'y aller à fond ou au contraire de la desserrer au maximum parce que le changement va être tellement violent que vous n'allez pas comprendre ce qu'il faut faire. Il faut au contraire faire plusieurs essais avec le tissu que vous allez coudre et le nombre d'épaisseurs que vous allez coudre, et ajuster au fur et à mesure, c'est-à-dire coudre avec la tension par exemple à 4, voir ce que ça donne, et ensuite resserrer ou au contraire relâcher un petit peu la tension s'il y a besoin. Mais encore une fois, la plupart du temps, le problème ne vient pas de la tension, le problème va plutôt venir du mauvais choix d'une aiguille, par exemple. Pour chaque type de tissu, il y a un type d'aiguille à utiliser, et pour chaque épaisseur, il faut également adapter l'aiguille. Et généralement, les problèmes viennent de là. Si vous essayez de coudre un tissu jersey avec une aiguille à cuir, ça va abîmer le tissu et la plupart du temps, les points vont sauter. Si vous utilisez une aiguille trop fine par rapport à un nombre d'épaisseurs, pareil, les points ne vont pas fonctionner, vous risquez surtout aussi de casser l'aiguille et qu'elle soit projetée n'importe où. Lorsque vous avez votre machine à coudre qui bourre, et notamment en dessous, généralement c'est au niveau du fil de la canette, lorsque ça commence à faire des paquets de fils, posez-vous la question de savoir si vous utilisez la bonne aiguille à coudre par rapport au type de tissu et à l'épaisseur. Également, posez-vous la question de savoir depuis combien de temps cette aiguille est en place sur votre machine. Parce qu'une aiguille à coudre, malheureusement, il faut la changer de temps en temps. Si vous cousez toujours la même chose par exemple, vous n'allez pas forcément changer l'aiguille régulièrement et au bout d'un moment, c'est comme une lame de couteau en fait, une aiguille, elle ne va plus être assez piquante, assez tranchante pour percer le tissu et à partir de là, ça peut poser des problèmes, le fil se casse, vous pouvez dérégler la machine, vous pouvez abîmer le tissu, bref, c'est jamais bon. Lorsque vous cousez des épaisseurs, on va d'abord se concentrer sur le type d'aiguille que nous allons utiliser. Généralement, on va utiliser une aiguille plus grosse. La taille des aiguilles, ça va de 60 pour des aiguilles vraiment pour du tissu extrêmement fin jusqu'à 130, qui est vraiment pour coudre du jean bien épais, vous voyez. Et il faut absolument que la taille que vous allez choisir soit en adéquation avec ce que vous allez coudre. Bref, le mieux c'est encore de faire des essais régulièrement. Lorsque vous vous apprêtez à coudre un nouveau coupon de tissu que vous ne connaissez pas forcément, dans une chute de ce tissu, vous mettez le nombre d'épaisseurs dont vous avez besoin et vous faites un essai. Et là, vous allez voir si ça fonctionne ou pas. Si le fil casse, si l'aiguille a du mal à pénétrer le tissu, eh bien vous en changez pour une aiguille normalement un peu plus épaisse que celle que vous utilisez. Et si vraiment c'est très épais, vous pouvez desserrer un petit peu les tensions, allonger le point, ce qui va éviter également que le fil casse,
Mais voilà, grosso modo, oubliez la tension lorsque le fil casse ou lorsqu'il y a un souci avec votre machine à coudre, parce que vraiment, à mon sens, la tension, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut penser à modifier. Alors évidemment, si vous voyez qu'elle est bloquée au maximum, là, vous la remettez à peu près au milieu. Mais généralement, les machines à coudre fonctionnent avec la tension au milieu. Voilà. Il y a toujours une espèce de tension de référence, et celle-là est pas mal. La seconde question, c'est le surjetage sans surjeteuse. Il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo avec ce pied. Hop là, voilà, comme ça on le voit mieux. Maintenant d'ailleurs vous voyez rien. Hop, ce pied de biche spécial qui s'adapte sur certaines machines, qui peut-être remplacerait une surjeteuse. C'est un pied cutter, un pied qui coupe le tissu et ensuite vous faites un point zigzag ou un point de surjet et ça remplace une surjeteuse. En tout cas, c'est comme ça que ce genre de pieds sont vendus. Au final, le résultat n'est pas exactement le même, hein. Il ne faut pas s'attendre à remplacer une surjeteuse qui coûte entre minimum 100 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit remplacée par un appareil qui vaut moins de 10 € la plupart du temps. Malheureusement, hein. Il y a plusieurs manières de surjeter sans surjeteuse. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une surjeteuse d'ores et déjà si vous voulez faire des vêtements avec une allure un peu surjetée. Différentes façons de faire, donc soit utiliser ce genre de pied qui n'est pas fou, hein, on va pas se le cacher, qui rase le tissu le plus près du bord et par-dessus vous allez faire un point qui va recouvrir et donc donner un peu cet aspect de surjet, ou alors utiliser directement un pied à surjet et le point de surjet également. Ou encore utiliser un point zigzag et piquer une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur du tissu, et cette action imite plus ou moins le point de surjet. Et voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Pour faire un joli point de surjet, il vaut mieux utiliser une surjeteuse dont c'est la spécialité en fait. Et l'autre avantage de la surjeteuse, c'est que c'est la machine vraiment spécialiste des tissus élastiques. Je pense au jersey notamment. Si vous cousez par exemple beaucoup de t-shirts, beaucoup de sweats, ça peut être intéressant d'investir dans une surjeteuse. Ça peut être intéressant d'investir dans une surjeteuse parce que c'est vraiment la machine qui va vous faciliter la tâche. La surjeteuse a quand même plein d'atouts. Je pense notamment à la couture des tissus élastiques, le jersey, la polaire, le sweat, toutes ces matières comme ça qui sont très élastiques. C'est la spécialité de la surjeteuse. Et ça, vous aurez beau utiliser avec votre machine à coudre le point de surjet ou alors ce genre de pied, ça ne réglera pas le problème de l'entraînement du tissu. Et la plupart des surjeteuses, justement, ont un différentiel, un entraînement différentiel qui permet de faire avancer le tissu correctement et éviter qu'il s'étire ou qu'il se ramasse. Et du coup, vous n'avez pas tous ces petits soucis qu'on rencontre à la machine lorsqu'on coud du jersey. Bref, surjeter sans surjeteuse, c'est possible. J'avais fait quelques petites vidéos qui montraient justement les techniques dont je te parle. Je te les mets juste en dessous. Mais voilà, si tu as envie de progresser un petit peu en couture, si tu as envie peut-être d'essayer de nouvelles choses, une surjeteuse c'est pas mal, mais c'est cher, et c'est pas mal. On va passer à la question sur le temps et sur les compétences en couture. Le temps, plein de projets mais un emploi du temps de ministre, mon job chronophage, je ne prends pas assez mon temps, je vais trop vite et je foire tout, le temps qui manque, avoir peur de ne pas réussir un projet à cause d'une nouvelle technique. Vous avez été particulièrement nombreux à me poser des questions autour de tout ça. En fait, c'est de la couture sans être vraiment de la couture. On est entre la gestion de son temps et la gestion de ses progrès, de ses compétences en couture. La gestion du temps, c'est un problème que nous avons toutes et tous. On a tous le même nombre de minutes lorsqu'on se réveille le matin, hein. Une journée, c'est pour tout le monde 1440 minutes par jour. Et malheureusement, ce temps-là, on ne peut pas l'épargner, on est obligé de le dépenser. Alors, on va passer un certain nombre d'heures à dormir, on va passer un certain nombre d'heures à bosser, on va passer un certain nombre d'heures à faire les courses, la cuisine, s'occuper des gamins. Et il y a du temps également qui va nous servir à pas grand-chose. Je pense de regarder la télé, en règle générale, à moins d'avoir vraiment une émission qu'on veut absolument regarder, qui est vitale. On peut perdre beaucoup de temps à regarder tout et n'importe quoi à la télévision. Je pense à Internet, là vous êtes sur YouTube, peut-être que vous feriez mieux de faire autre chose. Attendez, quittez pas quand même tout de suite la vidéo, allez au bout et après on fera de la couture ensemble. Je pense aux réseaux sociaux.
Toutes les personnes là qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas le temps, elles sont tombées sur la story que j'ai publiée sur Instagram et le temps qu'elles passent sur Instagram, c'est du temps qui n'est pas spécialement utile. Je pense que lorsqu'on sera tous sur notre lit de mort à réfléchir à ce qu'on a fait dans notre vie, personne ne regrettera de ne pas avoir passé assez de temps sur les réseaux sociaux ou à regarder la télé. C'est pas quelque chose d'utile au final. C'est quelque chose qui nous occupe, mais ça n'a rien de mémorable au final. C'est du temps utilisé pour rien. Alors après, l'idée, c'est pas non plus de remplacer le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ou sur YouTube par de la couture, parce que généralement, les réseaux sociaux, on va peut-être les consulter dans le métro, on va peut-être les consulter lors d'une pause au boulot, et évidemment, là, il n'est pas question de faire de la couture. Je connais pas grand monde qui se balade avec sa machine à coudre sur son lieu de travail, par exemple, ou pendant qu'il fait ses courses. Ce que je veux dire, c'est qu'a priori, on peut tous s'organiser d'une certaine façon pour avoir un peu plus de temps à consacrer à quelque chose qu'on aime vraiment. Je pense notamment à la couture, au loisir créatif. Mais pour ça, il faut être conscient du temps qu'on perd tous les jours à faire des choses qui n'ont que très peu d'intérêt pour nous. L'avantage d'un projet couture, c'est que c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire en une fois. Un projet couture, vous pouvez le découper en autant d'étapes que vous voulez. Imaginons que vous n'ayez qu'une dizaine, vingtaine de minutes chaque jour à consacrer à la couture. Il va falloir choisir un projet que vous allez ensuite découper en plusieurs petites parties. Par exemple, l'achat des tissus, le recopiage du patron ou le découpage si jamais c'est un patron PDF, ensuite le découpage des pièces, puis les premiers morceaux que vous allez assembler, etc. jusqu'à arriver au bout. Faut pas voir le projet couture comme un tout, faut voir le projet couture comme une succession de petites étapes qui va vous amener à la réalisation de ce projet. Il y a des projets couture qui sont ultra longs à faire. Je pense à un manteau par exemple sur lequel il va y avoir beaucoup de détails, sur lequel il va y avoir une doublure. C'est un travail faramineux, c'est un travail qui peut prendre plusieurs dizaines d'heures peut-être. Ces dizaines d'heures, personne ne les a. Personne n'a 10 heures dans sa journée à consacrer à la couture en ne faisant que ça. Enfin si, peut-être, mais en tout cas pas moi. Et il va falloir s'organiser pour pouvoir réussir à voir le bout de ce projet. Donc si vous n'avez que quelques minutes par jour à consacrer à la couture, essayez de visualiser ce que vous allez faire, c'est-à-dire, eh bien écoutez, aujourd'hui, je sors la machine et je couds la manche. Voilà. C'est pas beaucoup, ok? Mais c'est mieux que rien. Aujourd'hui, vous cousez la manche, demain, vous cousez l'autre manche, ensuite, vous ferez les ourlets, ensuite, vous assemblerez les différentes pièces, etc. On procède par petits bouts. Peut-être que ça vous semble ridicule, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer. En attendant, le truc se coud au fur et à mesure, et d'ici quelques jours, le projet sera terminé. Moi, je vous parle de tout ça. Quand j'ai commencé la couture, eh ben, j'ai été obligé de trouver du temps pour ça. En gros, je passais 1 heure, 1 heure et demie chaque soir à faire de la couture lorsque je rentrais du travail. Et ce temps, je l'ai pris sur une autre passion que j'ai, qui était les jeux vidéo. Avant de tomber amoureux de la couture, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et en fait, j'ai été obligé de faire un choix, d'arbitrer. Et j'ai préféré arrêter complètement les jeux vidéo et remplacer ce temps qui était perdu, enfin qui n'était pas hyper utile, pour faire de la couture. Et concernant les compétences, c'est un peu le même truc que pour l'organisation du temps. Lorsqu'on débute, on est tous nuls en couture, on n'y connaît rien, et c'est normal, hein, c'est le principe. Et donc il faut apprendre les choses au fur et à mesure. J'imagine que si ça fait quelque temps que vous cousez, vous commencez déjà à avoir quelques réflexes. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de relire des notes pour savoir exactement ce que vous avez à faire. Vous savez que lorsqu'on commence une couture, on fait un point d'arrêt. Bon, bah ce truc-là, vous l'avez appris lorsque vous avez débuté la couture. Vous savez à peu près comment coudre droit, bah pareil, ce truc-là, c'est quelque chose que vous avez appris avec le temps à maîtriser, et c'est pas quelque chose que vous faisiez au début. Moi, je me souviens très bien de mes débuts en couture, lorsque j'essayais de faire une couture droite, ça partait dans tous les sens. Donc ce sont des techniques qu'on apprend avec le temps, ce sont pas forcément des techniques sur lesquelles il faut se bloquer. Au début, on coupe pas forcément très droit, mais au final, ça fonctionne, ça coud quand même. C'est pas parfait, mais c'est mettable. Et c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore. Faut surtout pas, à mon avis, se bloquer sur un truc qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne le maîtrise pas. La couture, c'est pas spécialement dangereux, hein, je vous donnerai pas ce genre de conseils si j'avais une chaîne sur les auto-écoles par exemple. Hein, si vous ne savez pas conduire, ne prenez pas le volant, très simplement. Là, pour la couture, ça n'est pas grave. Au pire quoi, vous allez gâcher un petit peu de tissu, un petit peu de fil, vous allez criser parce que le truc est cousu à l'envers. Bon, bah voilà, vous allez faire l'erreur et ensuite, vous ne la referez plus. Donc concernant les techniques, lorsqu'une technique vous bloque, plutôt que de rester bloqué sur un projet avec une technique compliquée, essayez de décomposer, encore une fois, le projet et isoler les parties qui vous gênent, les parties qui vous semblent compliquées, et essayez de les faire sur une chute de tissu,
Si c'est la pose d'une fermeture éclair par exemple qui vous pose problème, et ben vous achetez quelques centimètres de fermeture éclair dans une mercerie, vous prenez une chute de tissu et vous vous entraînez à coudre la fermeture le plus correctement possible. Et tant pis si vous ratez, on s'en fout, c'est une chute et c'est un morceau de fermeture éclair qui de toute façon vous servira à rien d'autre qu'à vous entraîner. Lorsque vous aurez cousu la fermeture suffisamment de fois pour comprendre le principe et voir que finalement ça n'est pas sorcier, eh bien vous serez à l'aise pour faire votre projet sereinement. Et pour un projet couture, à mon avis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire une toile. Une toile, c'est lorsque vous faites le projet complètement, mais de manière un peu grossière, donc dans un tissu qui est proche de celui que vous allez utiliser pour le projet final, mais qui est forcément beaucoup moins cher pour éviter de gâcher. Et vous allez comme ça vous entraîner à faire le patron et à faire le montage. Et lorsque vous passerez sur le tissu définitif, vous aurez vu chaque étape, vous aurez vu chaque difficulté et vous ne serez pas bloqué par quelque chose de peut-être trop compliqué pour vous, vu que vous l'aurez vu juste avant sur la toile et que ça ne vous aura pas posé de problème puisque c'est du tissu qui ne vaut pas grand-chose et donc vous ne serez pas stressé par le fait d'abîmer votre tissu ou de rater complètement le projet. Si vous ratez une toile, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver puisque normalement quand on rate, on réfléchit à pourquoi on a raté et on sait comment faire pour ne pas que ça se reproduise. Il y a quelques questions sur le choix des tissus. Peur de se tromper dans le choix des tissus, jersey, viscose, coton, etc. J'aime tous les tissus mais je ne sais pas ce que je peux faire avec selon les matières, etc. On a tous été confrontés à ce problème lorsqu'on rentre dans une mercerie et qu'il y a une quantité astronomique de tissus, c'est d'être un peu bloqué par le choix. Mais je pense qu'il faut réussir à se canaliser lorsqu'on rentre dans une mercerie, lorsqu'on achète du tissu, et faire en sorte de n'acheter que ce dont on a besoin. Ne pas forcément acheter un tissu parce qu'il est beau. En l'occurrence, lorsqu'on va dans une mercerie, généralement c'est qu'on a un projet, et si on a un projet, idéalement on a un patron, et lorsqu'on a un patron, le type de tissu à utiliser pour ce patron est indiqué. C'est hyper important de respecter le type de tissu préconisé par le créateur ou la créatrice du patron pour éviter les mauvaises surprises. Il y a des patrons qui sont taillés en fonction du type de tissu que vous allez utiliser. Un t-shirt, si vous ne le réalisez pas en jersey par exemple, vous risquez de ne jamais réussir à passer la tête. C'est embêtant. En sachant ça, moi je vous déconseille franchement d'essayer d'improviser lorsque vous arrivez dans une mercerie et de choisir un tissu parce qu'il vous plaît plutôt que parce qu'il est de tel ou tel type. Si le patron vous dit d'acheter tel type de tissu, à mon avis, il vaut mieux pas trop chercher à feinter et à choisir un autre genre de tissu parce qu'il est plus joli, parce que c'est vraiment aller au-devant de beaucoup de soucis, quoi. Donc idéalement, on achète un tissu dans la bonne quantité parce qu'on en a besoin et qu'on va faire un projet avec ce tissu, et on n'achète pas parce que le tissu est beau et parce qu'on a un coup de cœur. Les coups de cœur dans les merceries, à mon avis, c'est une bêtise, et je ne suis pas votre banquier. En fait, le vrai souci d'acheter du tissu sans avoir de projet précis en tête, c'est que c'est très compliqué de savoir quelle quantité acheter, par exemple. Vous n'avez pas besoin de la même quantité pour faire un vêtement enfant ou un vêtement adulte, donc à partir de là, vous achetez quoi? Vous achetez 1 mètre pour faire peut-être une petite robe à votre fille, ou vous achetez 5 mètres pour vous faire une robe à vous, et la décliner avec autre chose. Non, ça ne sert à rien. Lorsque vous avez un projet bien précis, vous allez à la mercerie et vous achetez le tissu dont vous avez besoin, dans la qualité et la matière dont vous avez besoin, et on en reste là. Ça évite de remplir ces placards avec des tissus qui, dans 5 ans, vous ne saurez même plus pourquoi vous les avez achetés, et ça permet de garder son argent pour acheter d'autres choses et peut-être faire plus de projets, ou acheter une nouvelle machine, ou bref, pas de coup de cœur. La projection endroit-envers dans la tête. Je pense qu'on a tous fait cette erreur malheureusement, c'est de coudre 2 tissus et de se rendre compte juste après la couture qu'il y a un des deux qui est mal cousu, qui est cousu dans le mauvais sens. Et là c'est dramatique parce que il faut découdre et c'est pas rigolo de découdre. En règle générale, sauf quelques cas particuliers, on va coudre systématiquement endroit contre endroit. En fait, la vraie difficulté de l'endroit et de l'envers des tissus vient lorsque les tissus n'ont pas d'endroit et d'envers. C'est-à-dire que l'endroit et l'envers sont exactement pareils. Lorsqu'il y a un imprimé ou lorsque, par exemple sur un jean, vraiment la couleur est différente sur l'endroit et sur l'envers, on se rend compte qu'il y a un souci. Mais quand l'endroit et l'envers sont identiques, c'est très compliqué de se rendre compte lorsqu'on se trompe. Et alors, sur certains accessoires, c'est pas grave. Vous pouvez coudre à l'endroit, à l'envers, ça change rien. Au bout d'un moment, on sait même plus quel est l'endroit, quel est l'envers du tissu. Mais sur certains vêtements, lorsqu'il y a notamment une symétrie, ça peut être très très ennuyeux si vous confondez l'endroit et l'envers, puisque lorsque vous allez remettre le vêtement dans le bon sens,
eh bien il va y avoir, par exemple pour une manche, il va y avoir une manche à l'arrière et une manche à l'avant. Ça va pas du tout marcher. Ce que vous pouvez faire si l'endroit et l'envers sont importants et sont absolument indifférenciables parce que le tissu ne permet pas de voir l'endroit et l'envers, ce que vous pouvez faire, c'est marquer, lorsque vous découpez les pièces, marquer l'envers du tissu à un endroit de préférence qui ne se verra pas lorsque le vêtement sera terminé. Je pense par exemple dans une marge de couture, vous pouvez faire une petite marque au crayon ou avec une petite craie de tailleur par exemple, et comme ça, vous saurez quel est l'endroit et l'envers de votre tissu et vous êtes sûr comme ça de ne pas vous tromper lors du montage. L'entretien de ma machine, une Brother FS40, entretien, astuces, outils. Alors l'entretien d'une machine à coudre, c'est généralement la partie la plus délicate à mon sens, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des modes d'emploi de vos machines, il n'y a pas vraiment d'explication sur ce qu'il faut faire pour entretenir une machine. On ne sait pas s'il faut la huiler, on ne sait pas exactement quelle pièce démonter et quelle pièce il faut surveiller. C'est assez problématique et la plupart du temps, lorsqu'on a un doute, le plus simple c'est encore d'aller chez un réparateur pour faire une révision. Concernant l'entretien de la machine, je suis en train de programmer une vidéo avec un réparateur professionnel qui nous expliquera quelles sont les petites choses qu'on peut faire à la maison pour entretenir sa machine, faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible et faire en sorte qu'on n'aille pas chez le réparateur tous les 4 matins, quoi. Mais en attendant, je vous avais écrit un petit article il y a 1 an et demi de ça sur mon blog, je vous mets le lien juste ici et toujours en dessous dans la description. Il y a plusieurs petites règles à respecter pour éviter d'abîmer sa machine et pour faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Lorsque vous venez de coudre, lorsque vous vous apprêtez à ranger tout votre matériel, n'hésitez pas à donner un petit coup de plumeau sur la machine pour éviter que la poussière s'accumule, pour éviter que les petits morceaux de tissu, de poussière de tissu pénètrent dans la machine à coudre. Donc il suffit pour ça de l'ouvrir et de donner un petit coup de pinceau. Moi j'utilise les pinceaux à maquillage de ma compagne, elle m'adore quand je fais ça. Mais bon, les pinceaux à maquillage, ça fonctionne pas mal et ça permet d'aller chercher les petites boulottes de poussière de tissu à l'intérieur de la machine. Le fait d'avoir au moins une machine nettoyée, ça évite tous les blocages qu'il va y avoir ensuite dans les mécanismes à l'intérieur de la machine et ça va vous éviter plein de problèmes. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de démonter toute la machine, il n'y a pas besoin d'être un réparateur pour ça. Je vous propose juste d'ouvrir les caches de la machine qui permettent ensuite d'accéder en dessous, au niveau par exemple de la canette. Moi c'est ce que je fais pour éviter les gros soucis sur ma machine, et en fait c'est un conseil qui est assez valable pour toutes les machines en règle générale. Une voiture, vous n'allez pas attendre qu'elle tombe en panne sur l'autoroute pour la faire entretenir. Si jamais il y a un petit bruit, si vous voyez qu'il y a un petit défaut, vous allez vous en occuper. Ça doit être pareil pour la machine à coudre. On évite qu'elle s'encrasse déjà à cause de tout ce qui est poussière de tissu et poussière en général. Et ensuite, eh bien, on la porte de temps en temps chez un réparateur qui va faire une vérification et éventuellement donner un petit coup de vis par-ci par-là s'il y a quelque chose qui commence à déconner dans la machine. Et surtout, moi je me suis fait vraiment gronder la dernière fois que je suis allé chez mon réparateur, on n'utilise pas de... Parce que, alors évidemment, on a l'impression que ça nettoie la machine, le problème c'est que ça va repousser toutes les poussières à l'intérieur de la machine pour aller bloquer une pièce un peu plus loin à l'intérieur et forcément difficile d'accès. Donc l'idéal c'est vraiment le pinceau à maquillage ou un autre pinceau comme ça qui va vous permettre d'aller à l'intérieur de la machine et on fait ressortir toutes les petites saletés qui se sont accumulées depuis la dernière fois qu'on l'a nettoyé. Et je vous assure que ces petites poussières reviennent très vite, surtout si vous cousez du Minky, de la polaire, ce genre de tissu avec des poils, c'est l'enfer et ça encrasse une machine ultra vite. Voilà, on va s'arrêter ici pour vos questions couture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous où il y a marqué s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être mis au courant lorsque les vidéos sortent. Rejoignez-moi sur Instagram, comme ça, hop, on communique ensemble, je vous pose des questions, hop, on s'entraide, tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne couture, bye bye!